ici parce que j'ai besoin de vous, tous, pour une révolution en fait. Donc voilà, on a besoin d'une révolution aujourd'hui dans notre façon d'être et dans notre façon de vivre parce qu'on est confronté à 3 crises concomitantes et intimement liées. Donc vous n'avez rien de nouveau pour vous, hein, une crise climatique, une crise démographique et alimentaire, et une crise environnementale qui va mêler perte de biodiversité ou écologique, perte de biodiversité et pollution. Donc notre génération est sans doute encore la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour limiter, pour juguler un peu les impacts de ces 3 crises. La prochaine génération, les plus jeunes d'entre vous, pourraient bien être les premiers à en souffrir très sévèrement de ces 3 crises. Donc alors, plus de sobriété, pour reprendre un mot à la mode, va être nécessaire. Mais ça ne va pas suffire du tout. Ça, on le sait déjà. Donc il va falloir trouver des nouvelles solutions. Donc ces nouvelles solutions naturelles, pas seulement technologiques, les voilà. C'est le fondement de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on est tous des descendants de microalgues qui flottaient dans l'océan il y a 4 milliards d'années, tous ici. Toute la vie sur Terre descend des microalgues qui flottaient voici 4 milliards d'années. Donc, ce fondement de la vie sur Terre, c'est peut-être aujourd'hui la plus grande ressource inexploitée au monde, qui pourrait à la fois nourrir la planète et rétablir les équilibres des grands écosystèmes. Donc, comme ça a été mentionné avant, moi j'ai une carrière dans l'agroalimentaire en fait. J'ai beaucoup voyagé. Et j'ai constaté les limites et les impacts des systèmes qui nous nourrissent. J'ai surtout vu au cours des voyages, notamment en Afrique, le vrai visage de la faim dans le monde. Et c'est pas un beau visage du tout. Et on a la chance de pouvoir l'ignorer, ou ne pas y penser là ce matin, le ventre rempli, mais il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui souffrent de la faim aujourd'hui. Ce chiffre est de nouveau en croissance. On a 300 000 personnes tous les jours en plus à nourrir sur la planète. 300 000 personnes tous les jours en plus, qui demandent de plus en plus de viande, en général, notamment dans les pays émergents. Donc, pour faire très, très court sur le défi qui se présente à nous au niveau alimentaire, et qui m'a poussé à me tourner vers cette solution nouvelle, c'est que dans les 50 ans à venir, pour nourrir l'intégralité de la population mondiale, il va falloir que nous produisions autant de nourriture qu'on en a produit dans les 10 000 ans passés. 50 ans, 10 000 ans. Donc ce défi est impossible. Impossible parce que déjà les rendements des grandes céréales stagnent, voire décroissent. Impossible parce que l'expansion des villes grignote sur les terres arables. Et impossible surtout car ces systèmes qui nous alimentent sont devenus les principaux responsables de l'accélération des crises climatiques et environnementale. Impossible, mais quand on regarde notre planète d'un peu plus loin, notre planète Terre, on se rend compte qu'elle porte très mal son nom. C'est avant tout une planète mère. C'est une planète bleue, comme les océans, qui la recouvrent à 72%. Et là où ça devient aberrant, c'est qu'on se rend compte que ces 72% qui recouvrent notre planète ne contribuent qu'à moins de 3% de notre alimentation en calories. Donc on a surexploité 1/3 de notre planète pour délaisser et utiliser comme une déchetterie les 2/3 qui restent. Alors que ces 2/3 contiennent 80% de la biodiversité sur Terre et 95% de l'espace habitable quand même au passage. Donc c'est pas anodin, c'est pas des zones inaptes à la vie, c'est même par essence les zones les plus aptes à la vie. Donc en fait, ça s'explique parce qu'il y a 12 000 ans, on a fait ce qu'on appelle la révolution verte. La première révolution agricole. Donc on est passé du mode de chasseur-cueilleur, du mode préhistorique, à l'homme civilisé, en arrêtant d'être des chasseurs-cueilleurs et en devenant des cultivateurs, pour cultiver nos terres. Et c'est vraiment là qu'on est rentré dans la civilisation. Ce cap, il n'a jamais été franchi pour les océans. On est encore des chasseurs-cueilleurs, des chasseurs pollueurs d'ailleurs, on devrait dire, dans l'âge de pierre. On est des sauvages avec les océans et encore une fois, on les utilise essentiellement comme des déchetteries. Donc il va falloir cultiver, mais de manière intelligente, les océans afin qu'ils fournissent des ressources, encore une fois, énormes, tout en rétablissant certains équilibres. On va revenir là-dessus.
Parce qu'au passage, ce qu'il faut bien comprendre, si on voulait commencer à réparer les écosystèmes marins si riches, au lieu de continuer à les détruire, les algues sont nos meilleurs alliés. On va revenir sur ce point-là. Bref, vous avez tous compris, si vous pensez encore dans cette salle-là que les algues, elles sont inutiles, malodorantes et gluantes, il faut mettre à jour votre logiciel. Les algues, elles ont dessiné notre histoire et elles détiennent les clés de notre avenir. Voilà, alors on va déjà commencer par tordre le cou aux idées reçues. Il n'y a pas de mauvaises algues. Les algues vertes en Bretagne, les sargasses aux Caraïbes, ce sont les conséquences, ce sont les symptômes d'un problème en fait. Ce problème, c'est la pollution des sols. Leur prolifération est le symptôme d'une agriculture trop intensive dans les régions avoisinantes. Parce qu'on oublie rapidement, mais tout ce qu'on met sur terre finit dans la mer. Donc tous ces pesticides, tous ces produits chimiques qu'on balance sur nos terres, ça finit dans la mer. Et donc, en fait, ces algues-là, elles sont extrêmement intéressantes d'un point de vue... elles offrent de nombreux composés d'intérêt. Elles sont très... au niveau nutritionnel, ça paraît une aberration, mais on va quand même le dire, la Bretagne, qui a des problèmes d'algues vertes, des marées d'algues vertes, elle produit des algues vertes à terre pour les exploiter, et elle en importe de Chine, les mêmes. Donc voilà, on est dans une aberration. Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un choix politique, c'est-à-dire qu'on se refuse, et ça se comprend tout à fait, à valoriser le fruit d'une pollution, parce que ça reviendrait à créer des emplois et créer des revenus, et donc à cautionner un modèle polluant et toxique. Donc, récolter des algues vertes, ça reviendrait à ralentir la nécessaire transition vers une agriculture plus vertueuse. Donc c'est finalement un choix politique, mais compréhensible, de laisser pourrir ces algues, et quand elles pourrissent, elles deviennent un problème, et donc une nuisance. Voilà, juste toutes les algues sont comestibles, toutes. Il y a 12 000 types de macroalgues. Il n'y a que des microalgues qui ne sont pas comestibles. Toutes les macroalgues, donc les algues, les grandes algues que vous voyez là, sont comestibles. Elles n'ont pas forcément toutes une saveur et une texture appréciable, mais elles sont toutes comestibles au demeurant. On en cultive à peu près une vingtaine, et c'est ça le grand problème, c'est qu'on ne sait pas chez nous les cultiver. Donc ça peut comme c'est va falloir qu'on apprenne à les cultiver, et ça on le sait pas encore parce que c'est compliqué une algue, et ça c'est pas les mêmes algues d'un endroit à l'autre. En Chine, je crois que j'ai une photo d'une ferme. Cette révolution, elle a déjà commencé. Pour faire face à des contraintes démographiques monstrueuses il y a un demi-siècle, la révolution a déjà commencé en Chine, au Japon, en Corée. Aujourd'hui, l'Asie produit 35 millions de tonnes d'algues, à travers ce qui génère 8 millions d'emplois, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui croît à plus de 12%, et qui contribue à nourrir plus d'1 milliard de personnes sur Terre. Donc c'est pas un concept, un truc qui va peut-être marcher, etc. Ça existe. C'est déjà l'équivalent d'une grande filière céréalière en Europe, en Asie. Au passage, on va se demander pourquoi, alors on sait, mais bon, pourquoi il y a une seule région dans le monde qui a décidé d'utiliser une ressource bonne pour la planète, encore une fois, qui est très nutritive et qui n'a pas besoin de terre, qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'être nourrie, et qui a peu de chances de s'en aller en nageant ou en volant. Et on va le rappeler parce que ça paraît débile, mais c'est quand même important, on n'a pas besoin, les algues, on n'a pas besoin de les arroser non plus. Ça paraît optionnel. Bref, j'ai quoi après voilà, donc ça c'est une culture d'algues telle qu'elle peut être pratiquée en intégration avec d'autres espèces, idéalement. Il existe 12 000 types de microalgues, on l'a dit. Elles sont très, très, très différentes. Pour bien vous représenter ça, il faut comprendre que elles ont 1, je sais pas si j'avais une... voilà. Donc les premières macroalgues, les microalgues, elles ont commencé il y a 3,5 milliards d'années. C'est le début de la vie sur Terre. Bactéries et microalgues, elles se mettent en symbiose et elles forment des macroalgues au fur et à mesure de quelques milliards d'années. Il y a 1,2 milliard d'années apparaissent les macroalgues vertes et les macroalgues rouges. Les brunes, c'est plus tard, c'est compliqué. Finalement, les algues brunes que vous voyez sur les plages bretonnes, c'est beaucoup plus proche des champignons qu'autre chose. Mais bon, ça apparaît il y a seulement 120 millions d'années, donc c'est tout récent, c'est des bébés. Mais en tout cas, les algues rouges, les algues vertes, elles ont 1,2 milliard d'années au moins. Et il y a un demi-milliard d'années seulement, donc très peu de temps, les algues vertes, elles vont migrer sur les continents. Elles vont donner naissance à toute la végétation que vous avez sur la planète.
Elles vont donner naissance à la vie sur Terre à terme, mais surtout à toute la végétation. Donc tous les arbres que nous avons, tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des descendants d'algues vertes qui ont évolué au cours des 500 millions d'années. Donc ça veut dire, vous imaginez, les algues rouges et les algues vertes, elles ont 1,2 milliard d'années, donc bien plus que toute la végétation sur Terre qui est partie d'une petite algue verte comme ça. Ça veut dire aussi que une algue verte aujourd'hui, elle va être sensiblement plus proche génétiquement de ses petits-enfants que sont le chêne, le fraisier ou le baobab, qu'elle ne l'est d'une algue rouge. La différence génétique entre une algue rouge et une algue verte, elle va être supérieure à la différence entre un champignon et un éléphant. Et ça vous donne une idée, et c'est important ce point parce que ça offre une égale diversité de solutions, en fait, pour répondre aux 3 crises et d'innovation, pour répondre aux 3 crises qui nous menacent. La première, nourrir la planète. Alors les algues, ce sont des bombes nutritionnelles. Ça contient des nutriments essentiels à notre santé, mais de façon massive. Quelques grammes d'algues par jour suffit à vous approvisionner avec tous les nutriments dont vous avez besoin. Oméga 3, protéines, zinc, iode, fer, voilà. Même de la vitamine B12, c'est le seul végétal qui va avoir de la vitamine B12. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il faut dans les algues. Au Japon, voilà, ça contribue à 10% de l'alimentation. Vous avez tous mangé du sushi, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de façons de cultiver. Au Japon, c'est 10% de l'alimentation. Ça contribue à faire des habitants de cet archipel ceux qui ont la plus longue espérance de vie au monde et ceux qui ont les plus bas taux de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'obésité. Et il n'y a rien de nouveau, hein. Hippocrate nous le disait, que ton alimentation soit ta médecine. Les algues, elles sont anticancéreuses, anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes, analgésiques, antifongiques. Et ce sont les prébiotiques naturels les plus puissants pour impacter notre microbiote et donc notre immunité naturelle. Donc c'est des bombes nutritionnelles. D'ailleurs, aujourd'hui, partout à travers le monde, on a des traitements à base d'algues de rupture, donc très innovants, des traitements révolutionnaires qui sont en cours de développement. Contre Alzheimer en Chine avec des algues vertes, contre la mucoviscidose en Norvège avec des algues rouges, et un peu partout dans le monde, avec des algues brunes, pardon, et un peu partout dans le monde contre le cancer. Et d'ailleurs, si vous avez peut-être pris du Gaviscon, c'est de l'algue quasiment pure. Hein. C'est tous les traitements pour tout ce qui est transit intestinal, c'est généralement à base d'algues. Et d'ailleurs, enfin voilà, c'est vraiment, et c'est normal parce que la vie elle s'est créée là. Donc en fait, c'est la matrice initiale, c'est la source de la vie, les algues. Donc on réagit, des algues, on parle de biomimétisme, mais elles bronzent au soleil, si vous voulez laisser au soleil, comme notre peau, mais notre peau elle descend des algues, donc c'est normal. Donc c'est vraiment la matrice de la vie. D'ailleurs, on est des sapiens parce qu'on a mangé beaucoup d'algues. En fait, il y a des scientifiques qui ont démontré que seul un apport massif d'acides gras polyinsaturés, c'est un apport massif sur des milliers de générations d'acides gras polyinsaturés, qu'on ne trouve que dans les algues et les poissons, a pu permettre à notre corps à notre cerveau de devenir aussi gros. Donc, discutant avec un archéologiste qui me racontait ça, et un archéologue, qui me racontait ça et qui me disait finalement, au 19e siècle, on a calqué un peu le modèle de l'époque. On s'est dit, ouais, on est des sapiens parce qu'on était forts. Les hommes, ils allaient chasser le mammouth bravement, et puis les femmes, elles restaient avec les enfants dans les grottes. Non, la vérité, c'est qu'on est des sapiens parce qu'en famille, on allait collecter des petites algues fraîches sur l'estran. Voilà. Donc, c'est important de s'en rappeler. Et donc, elles sont vraiment partout. Il va falloir retrouver ce lien qu'on a perdu avec les océans lorsqu'on a commencé quelque part en Mésopotamie il y a 12 000 ans à développer l'agriculture. Et alors là, j'entends déjà certains d'entre vous penser, ouais, mais enfin, d'accord, mais les algues, c'est pas bon, quoi. Non, il y en a qui le pensent. Je suis sûr qu'il y en a qui le pensent. Je suis sûr qu'il y en a qui le pensent. Ben, en fait, c'est un peu comme une pomme de terre crue ou une fève de cacao. Vous avez déjà essayé de les manger ? C'est pas bon, hein. C'est même pas mangeable. En fait, alors que des frites ou du chocolat, c'est quand même plus sympa. Voilà, bah ça va être pareil avec les algues. Il va falloir apprendre à les cuisiner. Et là, vous allez toujours avoir des résistances. Malgré tout, il y en aura encore qui vont dire, mais moi, ce que je veux, moi, c'est juste une bonne côte de bœuf bien saignante. Et c'est tout. Et ben, c'est pas grave parce qu'on va essayer au moins de nourrir nos animaux avec des algues. Ce qui serait pas complètement idiot. C'est-à-dire que déjà, on va prendre le problème de base. C'est-à-dire que nourrir un saumon avec des algues locales et riches en protéines, ça paraît plus pertinent que de le nourrir avec des tourteaux de soja OGM qui ont dévasté l'Amazonie et qui ont traversé la planète.
On est tous d'accord là-dessus, je pense. Hein. Mais ça vaut aussi pour les animaux terrestres. Les algues, elles vont améliorer leur digestion, donc améliorer le bien-être animal. Elles vont aussi améliorer leur système immunitaire, donc diminuer les besoins en antibiotiques. Parce que quand on connaît les problèmes de l'antibiorésistance, c'est pas non plus anodin. Alors, il y a un truc incroyable, les algues, elles vont tellement améliorer la digestion des animaux que chez les ruminants, elles vont diminuer leur RAW. Alors, on parle souvent du paix des vaches, mais je tiens à être précis scientifiquement, c'est des RAW. Hein. C'est des doubles, c'est pas des paix. Voilà. Juste pour être très clair. Et donc, elles vont améliorer leur digestion, donc leur RAW. Alors, ça fait rire tout le monde, là, hein, mais juste pour vous dire, si on versait quelques grammes d'une petite algue rouge, d'une qu'on a vue avant, là, dans tous les repas, quelques grammes par jour, dans tous les repas de la Terre, de tous les ruminants de la Terre, et ben ça serait équivalent à arrêter quelques grammes, hein, vraiment pas grand-chose, toutes les voitures de la planète du jour au lendemain, en termes d'impact pour notre climat. Donc c'est quelque chose de massif. Cette capacité, les émissions de méthane des bovins, c'est absolument dramatique. Les algues, elles ont une autre promesse qui est assez incroyable, c'est de remplacer les fertilisants. Depuis des siècles, dans les populations côtières, les paysans amendent leurs terres avec des algues. Ça enrichit le sol et ça favorise la résistance naturelle des plantes au stress lié au froid, au sel ou à la sécheresse. Entre guillemets, la sécheresse, ça risque de devenir utile dans les années à venir. Donc, d'améliorer leur résistance à la sécheresse. Donc, ça va être nécessaire de remplacer ça remplace vraiment les fertilisants et les engrais minéraux. Ça va être nécessaire de les remplacer, ces engrais minéraux et ces fertilisants, parce que déjà, bientôt, on n'aura plus de matières premières minérales pour les produire. Et ça va être un vrai problème pour toute l'agriculture mondiale. Et aussi parce que c'est quand même des gros polluants. Et qu'il va falloir arrêter ces pollutions. Et alors là, quand on parle de pollution, on arrive dans la deuxième crise dont on parlait tout à l'heure, la pollution, la crise des pollutions et de la perte de biodiversité et la crise écologique. Et là, on va arriver au problème de la pollution plastique. Hein, tout le monde pense pollution égale pollution plastique. J'ai quoi après ça, moi, en fait? Ah oui, voilà, des belles algues, là. Et là, c'est là que j'ai une démonstration absolument impressionnante que je vais demander à une jeune fille innocente de me rejoindre sur scène pour ma démonstration. Voilà. Vous avez ici, montre-leur Marie, une bulle en algues qui contient de l'huile d'olive. D'accord? Donc c'est un sachet. Ça pourrait être du ketchup, ça pourrait être ce que vous voulez. Tiens, moi le micro. Je vais l'ouvrir. Et donc là, je vais vous ouvrir cette bulle. Hop, je vais la mettre dans ma salade. Si vous pique-niquez, vous allez hop, hein. Et là, cette bulle, je peux la jeter dans la nature puisqu'elle est compostable et biodégradable. C'est de l'algue. Ou je peux même, vas-y, la manger. Ouais, un petit bout. Ça va? Bon bah voilà. On vous dit demain si elle est encore vivante. Et tu peux aller faire tourner à ta maman si tu veux, tout seul. Donc voilà. On a plus de 35 startups à travers le monde qui travaillent sur des solutions à base d'algues. On aura des prototypes très bientôt dans un grand magasin de sport, de barres nutritionnelles. C'est un secret encore. Recouvertes de céréales. Ces gens-là, notre plat, ils ont remplacé toutes les gobelets en plastique du marathon de Londres avec des bulles en eau qu'on gobait. Tout ça, là, c'est pareil. Hein, c'est de l'algue, ça. C'est carton. Parce que le carton, c'est quand même plein de cochonneries. Ça, vous avez, imaginez ça, c'est un sachet en algues. Vous avez du thé, du café ou des épices à l'intérieur. Vous le mettez dans votre marmite bouillant. Vous n'avez pas de packaging. Ça se dissout et c'est fini. Et on peut faire des sauces beaucoup plus rigides. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand on y réfléchit d'un point de vue un peu plus philosophique, ce plastique, il est issu de pétrole, qui lui-même est issu d'algues mortes et sédimentées au fond des océans depuis des millions d'années. En fait, on a bâti le succès, en tout cas économique et énergétique de notre société depuis 50 ans sur des algues mortes. Et il serait peut-être temps de les essayer vivantes maintenant, en fait. Parce que c'est mieux de travailler sur le vivant, quand même, en général. En plus, des algues vivantes, des forêts d'algues comme ça, ou des fermes d'algues, hein, parce que elles vont réparer la biodiversité. Elles vont délivrer des services écosystémiques absolument essentiels à toute la vie sous-marine. Aux poissons, aux coquillages, aux planctons, aux coraux, à tout.
elles vont leur fournir des aliments et elles vont leur fournir des habitats essentiels à leur reproduction et à leur survie. Et donc à la nôtre, hein, d'ailleurs. En fait, il faut se rappeler que cette vie sous-marine, elle a produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Donc un souffle sur deux, on le doit à l'océan. Et elle fournit beaucoup d'autres choses. Ces forêts d'algues sauvages, elles couvrent une superficie sur la Terre qui est égale à celle de la forêt amazonienne, mais qui est au moins 2 fois plus productive que n'importe quelle forêt terrestre, y compris la forêt amazonienne, en biodiversité et en biomasse. Et ça, c'est important de s'en rendre compte parce que ces forêts d'algues, elles sont extrêmement vulnérables aussi aux perturbations anthropiques. Donc on leur fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, au large de la Californie, la plus grande forêt d'algues du monde, dans les 10 dernières années, a perdu 80% de sa superficie. Ça a entraîné la disparition de 800 espèces, marines et terrestres, hein, c'est pas que dans l'eau que ça arrive, au cours des 10 dernières années. Donc il y a vraiment un incendie dans l'océan, et faute de caméras et d'images pour le filmer, tout le monde s'en fiche. Voilà. Et donc, il va falloir partir vers une civilisation des océans, une révolution des algues, et réussir à préserver, replanter, et surtout cultiver des algues, sinon elles vont disparaître, et nous avec. Ces algues, elles vont aussi fournir une solution au 3e défi, le défi climatique. D'un côté, parce qu'elles vont décarboner l'économie en fournissant des solutions alternatives aux produits à forte émission tels que on en a parlé, hein, les plastiques, les fertilisants. Après, on peut même imaginer des biocarburants, même s'il faut être très très prudent sur ce sujet-là, mais aussi des produits fortement polluants tels que et à forte émission tels que le coton ou les fibres synthétiques. Enfin, voilà, tout un certain nombre de choses qui vont être remplacées par des algues, les colorants, les matériaux de construction. Mais elles vont surtout absorber beaucoup de carbone. Et d'une façon qui est très intéressante. Voilà, ces forêts d'algues, c'est des forêts de macrocystis, des algues géantes qui poussent un peu partout, dans l'hémisphère sud. Elles poussent de 40 cm par jour. Vous imaginez ? Elles vont atteindre 40 mètres de haut. Donc là où vous avez une forêt qui brûle, où il faut 30 ans pour la faire repousser sur Terre, en 6 mois, vous faites repousser une forêt d'algues en mer, et toute la vie va la recoloniser très rapidement. Donc c'est pour dire que tout n'est pas perdu. Et surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que cette forêt d'algues, elle va se décomposer comme une forêt normale, elle va perdre des feuilles, elle va perdre des branches, parfois elle va mourir, elle va tomber, même si on la récolte, tout au cours de sa vie, elle va perdre 50% de sa biomasse. Cette biomasse, elle tombe au fond des océans. D'accord ? Au fond des océans, contrairement à un arbre sur Terre, il y a des bactéries un arbre sur Terre, il perd sa biomasse, il y a des bactéries qui vont dégrader ses feuilles, ses branches, voilà, nous quand on perd nos cheveux, etc. Et le carbone est relâché. Ces algues photosynthétiques, donc, elles vont produire de la biomasse grâce à du carbone. Ce carbone tombe au fond des océans. Mais là, il n'y a pas de bactéries au fond des océans. Donc le carbone, il va rester prisonnier au fond des océans pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est ça la magie, en fait. Les algues, ça serait la seule nourriture au monde qui pourrait inverser le réchauffement climatique. C'est-à-dire les algues, elles vont aller chercher le carbone dans l'atmosphère et le renvoyer au fond des océans, exactement de là où on l'a sorti depuis un demi-siècle. Il y a une histoire assez intéressante à ce sujet-là. Il y a un événement géologique qui s'appelle l'événement Azola, du nom d'une petite plante aquatique qui a proliféré sur Terre il y a 50 millions d'années, pour des raisons essentielles. Cette petite plante aquatique, elle a coulé au fond des océans, qui mesure 2 cm et qui vit quelques jours. Elle a coulé au fond des océans tellement de carbone qu'elle a fait baisser la température de notre planète de 20 degrés. Elle a créé le climat qu'on a aujourd'hui, les pôles gelés, tout ça c'est Azola. Alors il y a 2 leçons à tenir de ça, hein. C'est que si une petite plante aquatique de 2 cm l'a fait, il y a des chances que nous on y arrive aussi, malheureusement. Et l'autre leçon à retenir, c'est que cette plante aquatique, elle vit aujourd'hui, elle survit comme elle peut, dans des confins extrêmement limités de la planète, où la vie lui est encore appropriée, parce qu'elle a créé un climat qui lui est complètement inapte. Ça pourrait bien nous arriver aussi. Donc voilà, une solution climatique. Et comme on ne mène jamais une révolution sans s'attaquer aussi aux injustices sociales, ces algues-là, elles vont fournir une
Une pêcheuse d'algues ici, enfin une cultivatrice d'algues Je en vous Afrique. interromps juste, Vincent, parce qu'on vous écouterait des heures. 2 minutes, si vous voulez répondre à quelques questions, on a... Je finis, j'ai presque fini. Merci. Elles vont fournir une source de revenus et d'emploi aux femmes, notamment, et dans des populations où les ressources de la pêche vont décroître et s'éteindre inexorablement. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne puisse faire avec une algue ? Bah, presque rien, en fait. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des algues ? Bah, presque rien, en fait. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qui manque pour initier le changement maintenant ? Bah, c'est ce que je reviens à mon début. Il manque vous. C'est-à-dire que nous sommes tous des acteurs du changement. Dans chacune de nos décisions d'aujourd'hui, on est des activistes environnementaux qui dessinons le monde de demain. À chacun de nos repas, on peut voter pour une ressource qui est bonne pour notre santé et pour notre planète. On pourrait commencer par renommer les algues, par exemple. Appelons-les légumes de la mer pour comprendre à quel point elles sont délicieuses. Appelons-les forêts des océans pour comprendre à quel point il faut les protéger. Il faudrait surtout en parler autour de nous et commencer à favoriser l'émergence d'une génération de biologistes marins dont on a bien besoin, qui vont dessiner une nouvelle permaculture des océans qui s'éloignera des modèles basés sur les OGM et la monoculture industrielle sur Terre. Et ces gens-là, ça seront les pionniers d'un nouveau modèle aquacole sur Terre ou sur la mer. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on a, mais ce combat, il n'a rien de personnel. Moi, je suis père de 3 enfants. C'est juste un engagement intergénérationnel pour l'espoir. Parce que je pense qu'on ne construit rien sur la peur, en fait. Et moi, je me désole aujourd'hui parce qu'on nourrit nos enfants et la prochaine génération avec des peurs et des promesses de drame, alors qu'on devrait se battre pour leur fournir des solutions et des sources d'optimisme. Les algues sont une solution. Et grâce à cette solution, la prochaine génération, on pourrait s'en souvenir, on pourrait se souvenir d'eux, comme de la première, et de certains d'entre vous qui sont là, comme de la première qui nourrira l'intégralité de la planète pour la première fois, qui sera la première à nourrir l'intégralité de la planète, tout en en réduisant le réchauffement climatique, en restaurant la biodiversité et en réduisant les injustices sociales. On pourrait se souvenir d'eux ainsi, mais ils vont avoir besoin de chacun d'entre nous pour ça. Donc pour chacun d'entre nous, là, cette révolution des algues, elle doit commencer ici et ce matin. Merci pour eux. Il y a alors juste... Il voulait intervenir, mais on n'aura pas le temps. Il y avait Benjamin qui, peut-être 1 minute pour présenter ce que fait... ce qu'on a, voilà, je te laisse. On a quand même des jeunes qui n'en veulent, qui se lancent dans les algues et qui créent des sociétés. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a un super exemple à côté, donc je te laisse présenter ce que vous faites à Neptune, qui est une société que j'ai beaucoup... Merci beaucoup Vincent, c'est vrai que conférence très intéressante et on a besoin aussi de gens comme toi pour éveiller un peu les consciences et partager un peu les bienfaits des algues. Et avec Lucie qui est juste devant moi, on travaille pour Neptune Éléments, qui est une marque d'algues française et on a pour ambition en fait de démocratiser les algues en développant la filière alimentaire de l'algue en France et en Europe. Donc je serai très court, mais on est basé juste à côté. Vous avez sûrement 1 milliard de questions à nous poser. On serait ravis de vous faire une dégustation de notre rillette d'algues et on propose aussi des algues à saupoudrer dans tout type de préparation culinaire. Et au plaisir de vous rencontrer dans quelques minutes. Merci. Merci à vous. Et pour joindre l'utile à l'agréable, donc n'hésitez pas à aller acheter le livre de Vincent qui est juste à la librairie derrière. Et au passage, vous faites une petite dégustation, y compris, si j'ai bien compris, d'algues vertes qu'on trouve en Bretagne. Comme quoi, elles ne sont pas que nocives, ces belles algues vertes. Voilà, donc 10 minutes pour des questions. Voilà, je vous demanderai malheureusement de respecter l'horaire parce qu'on a une autre séquence ensuite. Voilà, c'est à vous, Isabelle. Oui, bonjour Vincent. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment inspirante.
est très intéressante. Alors, je me pose une question en particulier sur la mise en culture de ces algues. On a vu d'énormes surfaces en Chine d'algues en culture. Est-ce qu'on a un recul sur l'impact environnemental, l'impact de ces monocultures, entre guillemets, sur la biodiversité de ces zones cultivées? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des bonnes pratiques en fait, agricoles, entre guillemets, qui émergent pour cadrer peut-être la future révolution qu'on espère tous, peut-être? Ouais, on en manque. On manque en général, encore une fois, de science sur le sujet. Mettre en culture des algues, c'est pas simple, parce que les algues, elles sont très complexes, elles savent se défendre. Des algues, pour parler de biomimétisme, mais on va pas mettre des pesticides dessus, parce que ça marche pas. De toute façon, vous mettez des pesticides dans l'océan, ils iront partout, sauf sur les algues. Mais par contre, les algues, elles savent se défendre, donc elles savent produire des toxines, comme leurs descendants, les acacias, qui vont dégoûter les bigorneaux, leurs prédateurs. Et même si ça suffit pas, si les bigorneaux sont affamés, elles vont être capables de produire d'autres substances, collectivement, qui vont appeler les prédateurs du bigorneau. Les poissons et les crabes qui vont venir manger le bigorneau. Donc voilà. Donc tout ça, il faut le comprendre. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne sait cultiver que les algues chinoises. Donc les seules espèces sur lesquelles on a du recul, c'est les algues asiatiques. Donc on est dans une situation un peu pour développer la culture où on se dit, imaginez que vous êtes dans la plaine de la Beauce, il y a 12 000 ans, vous dites, je vais développer l'agriculture, mais vous savez cultiver le riz, la goyave et la banane. Vous n'êtes pas avancé quand même. Donc tout ça, il va falloir le faire. Après, pour l'impact environnemental, on a une grande ferme d'algues en France, à Quimper, à l'Esconil, qui est ouvert par l'ancien directeur du GIGN, d'ailleurs, comme quoi tout mène à tout. Il n'y a pas que, mais Philippe Le Gorju, que les plus anciens d'entre vous connaissent, puisqu'il a sauté sur la grotte d'Ouvéa, bref. Et en fait, on sait des expériences en Chine que les algues vont favoriser la biodiversité, et c'est surtout pas de la monoculture. En fait, il va falloir qu'on arrive à s'éloigner de ce concept et se dire qu'on va faire de la permaculture en mer. On avait calculé, à l'époque, on a lancé le projet qu'avec 2% des océans dédiés à une permaculture régénérative en mer, on nourrissait 12 milliards de personnes. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ceux qui s'intéressent beaucoup aux algues en France, c'est les ostréiculteurs, c'est les conchiliculteurs, c'est les mytiliculteurs, voire les aquaculteurs de poissons. En Norvège, les producteurs de saumon sont très intéressés aux algues qui vont leur permettre de nettoyer toutes les cochonneries qu'ils mettent dans l'océan. Donc les algues, elles vont nettoyer les océans. C'est ce qu'on appelle de la biorémédiation. Donc elles vont vraiment absorber les polluants et les recycler en nutriments, en substances d'intérêt en fait. Donc ça, c'est assez génial. Et elles vont favoriser la biodiversité. La plus grande ferme d'algues, ils ne savent plus quoi faire des huîtres qu'il y a dans leur ligne en fait. Ils ont plein d'huîtres qui viennent vivre. Elles vont favoriser la vie. Il y a une énorme ferme d'algues qui se met en place en Namibie et on voit que, alors que c'est une zone où la pêche disparaissait, il y a 20 à 30% de plus de poissons. Donc il y a plutôt des impacts qui devraient être extrêmement positifs, comme quand vous replantez une forêt. Typiquement, c'est plutôt positif pour la biodiversité. Quand vous replantez une forêt, c'est la même chose pour les algues. Donc il ne faut surtout pas replanter une culture, il va falloir la faire en permaculture. Surtout, encore une fois, on va pas... Et moi, je compte beaucoup sur vous, les jeunes, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a faites avec la monoculture, les OGM, etc. Je ne cesse de le répéter, et c'est la première question qu'on me pose, et c'est très bien. Il faut s'en soucier, il faut faire les choses bien. On n'a pas envie non plus de détruire l'écosystème océanique qui est très, très... Donc, on manque de recul en Chine, au Japon, en Corée, voire en Indonésie ou en Tanzanie. Il y a des retours plutôt très positifs, des impacts écologiques que ça. Maintenant, il faut faire les choses intelligemment aussi. Il faut être guidé par la science. On travaille avec le CNRS qui a une énorme compétence sur les algues. Maintenant, on en est au tout début. La France, c'est le 2e territoire maritime au monde. On produit 0,1% de la production mondiale d'algues et à 99%, c'est de la ressource sauvage. Donc, on va cueillir. Donc, si on augmente de 1%, on détruit tous les stocks. Donc, il va falloir vraiment qu'on passe à la culture, qu'on sorte de l'âge de pierre pour devenir des cultivateurs. Et la France, elle a vraiment une carte à jouer à ce niveau-là. On a vu le gouvernement, on a rencontré le président, etc. Et c'est quelque chose qui commence à faire son chemin, on va dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas peur que si on fait des énormes exploitations comme ça, très très grandes, très très hautes, toutes les feuilles d'algues qui vont tomber au fond aillent gêner une biodiversité qui se situe dans le sable et qui va aller chasser hors du sable ou des choses comme ça? C'est une très bonne question. C'est quelque chose auquel il faut faire très très attention en effet. Ça paraît, et c'est pour ça que
Là, quand on parlait du carbone, il y en a qui se sont dit, allez, on a qu'à faire pousser des algues et puis on va même pas les récolter, on va les faire couler au fond des océans et comme ça va séquestrer plein de carbone et il y a un gars qui avait calculé avec 9% des océans, on absorbe plus de carbone qu'on en émet aujourd'hui, donc on commence à refroidir la planète. Mais alors, outre le fait qu'on va quand même, éthiquement, c'est un peu discutable de couler une ressource qui pourrait nourrir des milliards de personnes, on a un autre point scientifique qui est de se dire en effet quel impact ça a sur le fond des océans qu'on connaît très mal. Et là encore, seule la science peut répondre à la question. Et c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça qu'on me dit ouais mais pourquoi ça c'est magique là, ça répond à toutes les problématiques de notre époque, etc. Faut lancer là. Ouais mais faut former. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait partie des mesures qu'on a mises en place avec le président, avec le gouvernement, là, de créer des BTS, des IUT, algoculture, des filières d'aquaculture à l'université, etc. Parce que d'algoculture, ça n'existe pas. Tout simplement, vous voulez faire algoculture, faites biologie marine, c'est ce qui est le plus proche et c'est ce qui est le mieux, mais ça n'existe pas. C'est un métier qui est voilà. Donc tout ça, il faut le créer. Aujourd'hui, moi, j'étais avec le directeur de l'INRA la semaine dernière. À l'INRA, on a 550 chercheurs qui travaillent sur 2 types de blé très différents sur lesquels on a 12 000 ans d'expérience en France. 550 chercheurs. On a 70 chercheurs pour 12 000 types d'algues très différents sur lesquels on a 10 ans d'expérience. Donc tout est là. Enfin, on a mis 12 000 ans à créer des systèmes aussi performants que ceux qu'on a créés. Il va falloir qu'on passe du temps à comprendre comment les produire, mais aussi comment, exactement ce que tu dis, comment faire en sorte que ça ne dégrade pas, que ça n'impacte pas négativement les écosystèmes alentours. Et ça, il y a que vraiment une approche scientifique et rigoureuse qui va le permettre. Oui, bonjour. Je voulais savoir, à côté de cette approche de création de filières, est-ce qu'il n'y aurait pas notamment aussi des transferts de connaissances à faire par rapport à l'Asie que vous avez présentée et qui a l'air très avancée sur le sujet. Et j'avais l'impression aussi que sur toutes les cultures d'organismes un peu particuliers, sur les cultures de champignons aussi, ils avaient l'air beaucoup plus calés entre guillemets. Et voilà, est-ce que ces initiatives elles sont prises aussi en parallèle? C'est clairement, j'ai pas trop présenté, mais en effet, moi je travaille à l'ONU, donc au sein de la cellule Océan, où on a créé la première coalition mondiale des acteurs de l'algue justement. Et où on essaie d'agréger au sein d'une coalition tous les acteurs pour qu'il y ait du partage de savoir. En fait, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives autour des algues, mais elles sont très fragmentées. Elles fonctionnent complètement de façon... il y a peu d'échanges de connaissances. Il y a plein d'universités qui refont les mêmes études, qui refont les mêmes travaux. Il y a, entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a aucune collaboration. Enfin voilà, donc il est temps de mutualiser les savoirs. Alors avec l'Asie, il va être temps de le faire, mais c'est encore plus complexe parce qu'il y a il y a une barrière de la langue. Il y a pas un grand recul. L'Asie, c'est 50 ans seulement d'expérience. Ils n'ont pas non plus alors ils ont des millénaires d'expérience dans la consommation d'algues, mais ils ont que 50 ans d'expérience dans la culture des algues. Donc c'est pas énorme. Ça reste quelque chose qui est en plein progrès chez eux. Donc en effet, avec les Coréens notamment, qui sont un peu plus collaboratifs, on va dire, que les Chinois pour l'instant. Mais on travaille avec eux. Le livre, il va être traduit en chinois d'ailleurs, il va être traduit en anglais, il va être traduit en espagnol. L'idée, c'est de mutualiser tous ces savoirs et de faire que les gens ils travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on a créé cette coalition, pour qu'on regroupe tout le monde, qu'on organise des événements où tout le monde se regroupe, où tout le monde se rencontre et qu'ils se disent nous on fait ça, nous on fait ça, nous on fait ça. Mais encore une fois, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et des fonds et de l'argent. Mais c'est évidemment, et c'est pour ça qu'on a positionné cette coalition et qu'on a positionné ce travail au sein de l'ONU, parce qu'on doit être à la fois en dehors des logiques industrielles et économiques, on doit être complètement international et avec une volonté de coopération absolument sans limite. Merci pour votre intervention. J'ai 2 questions qui sont complètement différentes. La première, vous avez parlé pendant votre intervention du Japon, où il y a très peu de maladies, et vous corrélez ça avec le fait de manger des algues. Donc je voudrais savoir quelles sont les études qui sont faites par rapport à ça. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez fait un travail
lobbying au sens noble du terme bien sûr, auprès des grandes instances de l'agroalimentaire en France et notamment par exemple auprès des syndicats d'agriculteurs. On sait que c'est un monde qui est en perdition. Il y a de moins en moins d'agriculteurs en France, alors que là, vous, ce que vous nous offrez, c'est avec votre évolution sur les algues qui est tout à fait pertinente, moi je trouve. Enfin, j'étais à milieu de penser ça. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en contact avec eux pour dire, voyez, il y a des portes de sortie potentielles pour vos métiers? Ok, alors pour la première question, je vous renvoie aux références du livre où il y a des travaux justement qui ont été faits au Japon pour montrer, c'est évidemment toujours multifactoriel cette espérance de vie et ces très très faibles taux, mais n'empêche qu'on voit qu'une japonaise, elle a en moyenne dans sa vie, enfin, elle a 40 fois moins de chances d'avoir un cancer du sein qu'une américaine, et que la japonaise, quand elle va vivre en Amérique, voilà, elle rejoint les taux, les niveaux de risque américains en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas génétique et qui est plutôt lié à la nourriture et à la vie en général. Et évidemment, c'est pas que les algues, il y a toute la nourriture des océans qui est en général très bonne. Et quand j'ai préparé le livre, j'ai rencontré le spécialiste français de microbiote intestinal, qui me disait, c'est hallucinant, on ne comprend pas pourquoi les algues font autant réagir le microbiote. C'est vraiment un truc, il n'y a rien qui fait réagir le microbiote humain autant que les algues. Et on sait à quel point aujourd'hui le microbiote est essentiel à notre santé, notre second cerveau. Et donc, et il dit, on a fini par se dire, en effet, que au début, il y avait les algues. Et après, la vie, elle s'était construite autour. Et donc, ce qui interagissait encore le plus avec la complexité de la vie, ce sont les algues. Donc, bon, je vous renvoie à des références qui sont dans le livre à la fin, parce que sinon on pourrait y passer des heures, mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet quand même, et qui tendent à démontrer ce que je vous ai dit sur les algues, l'aspect antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire, il est avéré, c'est pas du tout des théories, hein. C'est vraiment des travaux médicaux qui ont été faits là-dessus. Pour la deuxième question, c'est compliqué parce que, alors, à l'aspect réglementaire, c'est un cauchemar. Les algues, ça n'apparaît nulle part. Donc, est-ce que c'est de l'aquaculture ? Est-ce que c'est de la pêche ? Est-ce que c'est de l'agriculture ? On ne sait pas trop, c'est un peu entre tout ça. Donc c'est un point qu'on essaie actuellement avec le gouvernement. Il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière, qui fait d'ailleurs référence au livre, j'étais content, qui a été présenté au ministre de la Transition écologique et au ministre de la Mer, mercredi dernier, qui est le rapport sur l'agriculture, qui est en ligne, que vous pouvez avoir sur je crois que c'est sur le site du ministère de l'agriculture. Il y a un Instagram sur la révolution des algues, pour les jeunes qui savent comment on s'en serve, et qui permettent normalement de suivre tout ce qui s'y passe. Mais il y a un rapport qui vient de sortir là en France qui essaie justement de clarifier ces points, de dire où ça arrive les algues, donc à qui ça appartient. Est-ce que c'est les comités régionaux de pêche? Est-ce que c'est les syndicats agricoles? Est-ce que c'est les pêcheurs? Parce que c'est encore flou. Et donc ça, il faut le clarifier. Ce qu'on sait, c'est que la filière agricole s'y intéresse. Yara, qui est le plus grand producteur de pesticides, des fertilisants et d'herbicides au monde, il est extrêmement intéressé par les algues, parce qu'il sait qu'il aura plus de ressources demain, et donc il veut le faire. Nestlé, aujourd'hui, ils sont extrêmement intéressés, même pas par la nourriture ou par l'aspect packaging, ce qui pourrait être le cas, mais vraiment par l'aspect biostimulant, parce qu'eux, ils voient la fin des fertilisants arriver. Donc on voit qu'il y a toute une chaîne de valeur autour de l'agriculture qui s'intéresse de plus en plus aux algues. Et encore une fois, ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est un marché en fait en France de consommation directe qui va permettre à tous les autres marchés de se structurer. On a d'autres problématiques qui vont être le fait de décomposer les algues en plusieurs composés d'intérêt. C'est-à-dire qu'encore une fois, elles n'ont pas toutes des saveurs et des textures intéressantes. Donc il va falloir apprendre à les décomposer en nutriments, en packaging, en biostimulants, en matériaux de construction, en médicaments. Et ça, le faire proprement, il va falloir apprendre à le faire, ça va prendre du temps. Donc il y a tout plein de choses à régler. On est en train de mettre en place une structure entière, d'une chaîne de valeur entière. Donc c'est un travail qui est colossal, on n'est pas nombreux. Il y a un programme d'ambassadeurs, d'ailleurs si ça en intéresse quelques-uns, qui est lancé avec la coalition, où chacun peut devenir un ambassadeur des algues. Donc on délivre des formations avec la coalition et on apprend aux gens comment porter le message et comment rapporter aussi ce qu'ils font, essayer à travers les réseaux sociaux, à travers votre cercle, à travers des... vous pouvez regarder sur le site de la coalition ou safeseaweedcoalition.org. Donc il y a un programme d'ambassadeurs où vous pouvez postuler en tout cas. Donc on essaie vraiment de porter ça pour clarifier tous ces points-là, mais c'est un vrai sujet parce qu'on part de très 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 loin et il va falloir qu'on soit nombreux pour porter une révolution. Merci pour ces mots du futur. Vincent est très optimiste.
Je vous propose de poursuivre la conversation avec Vincent à l'extérieur de cette salle, autour de petits toasts d'algues et du livre de Vincent, si vous le souhaitez. Merci de votre attention.